Voici 14 leçons de vie spécialement pour nous les jeunes. Paul, il a 8 ans et la personne qu'il préfère sur cette terre, c'est Félix, son chien. Le problème, c'est que en ce moment, Félix, il se sent pas très bien. A priori, il est malade. Le jeune homme décide alors de tout faire pour essayer de soigner le chien et il demande conseil à sa grand-mère. « Grand-mère, j'ai l'impression que le chien est malade. Qu'est-ce que je dois faire ?» Sa grand-mère, Huguette, la fameuse, lui répond que il faut lui donner de l'ail parce que ça va lui permettre d'ouvrir ses pores et d'évacuer les bactéries. Paul s'exécute alors, il donne la gousse d'ail au chien, mais malheureusement le chien, il en veut pas. Il va donc revoir sa grand-mère et il lui dit « Mais c'est quoi ton astuce bidon là? Ça marche pas du tout !» Et là, Huguette lui dit « Mais t'as vraiment cru que le chien allait bouffer la gousse d'ail ? Mais jamais de la vie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu l'entoures de jambon pour que le chien ait envie de le manger et qu'il se rende même pas compte qu'il est en train de bouffer de l'ail. » Paul s'exécute à nouveau et bingo, ça marche. J'adore cette histoire parce que elle met assez bien en lumière la manière dont on fonctionne nous les hommes. Tout le monde sait qu'on devrait manger peut-être plus de légumes, de fruits et de protéines pour être en meilleure santé. Mais assez peu de personnes le font parce que pour eux, ça a le goût de l'ail. C'est pas très bon, c'est assez désagréable. Et donc c'est normal, on le fait pas. Par exemple, quand tu vas dans un resto gastronomique, c'est pas un truc que j'ai fait beaucoup de fois, mais je l'ai fait 2-3 fois. J'ai eu cette chance. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est extrêmement bon, mais ça à la limite tout le monde le sait, mais surtout, c'est extrêmement sain. Énormément de légumes, des viandes assez brutes, des produits bruts, beaucoup d'épices, enfin, c'est très sain. Et pourtant, c'est très bon parce que, en fait, on a pris l'ail, donc les aliments un peu de départ, et on les a mis dans un jambon qui est tellement bon que on mange sain sans faire d'effort. Maintenant, tu l'auras compris, plus tu entoures la gousse d'ail de jambon, plus ça sera facile à faire avaler pour les autres et pour toi. Pour ceux qui me connaissent, je suis un grand fan des études scientifiques. Et il n'y a pas longtemps, j'en ai découvert une menée en 2012 à Harvard par Francesca Guino, plutôt sympa. Pour cette étude, ils ont recruté 136 étudiants qu'ils ont divisés en 2 groupes. La moitié des participants devaient venir participer à l'étude lorsqu'il pleuvait, alors que l'autre moitié, c'était plutôt durant un jour ensoleillé. Dans la première partie de l'étude, on leur demande c'est quoi les activités en extérieur qu'ils préfèrent faire, et ensuite on va leur faire répondre à des questions, des petits questionnaires, des petits trucs pour mesurer un peu leur niveau de productivité, de concentration, et pour voir si ils sont assez performants ou pas. Résultat et conclusion de l'étude, les gens sont moins productifs lorsqu'il fait beau dehors. C'est assez fou, mais véridique, la météo peut influencer tes niveaux de productivité. Si je te parle de ça, c'est pas spécialement pour que tu augmentes ta productivité en travaillant quand il pleut. Non, pour moi c'est assez anecdotique, et ce qui compte réellement derrière, c'est les implications qu'on peut tirer de cette étude. En fait, moi, j'y vois surtout une vision holistique. Ce que je veux dire par là, et ce qu'on oublie assez souvent, c'est que la plupart des émotions, des choses que tu vas faire, des problèmes, c'est une cause et une accumulation d'1 milliard de trucs. Et c'est pas simplement à cause de la météo que tu vas avoir une mauvaise productivité. C'est pas simplement à cause d'un mauvais aliment. C'est plein de trucs qu'il faut prendre en considération, et la météo en est un exemple, mais il y en a plein d'autres en fait. D'ailleurs, ça me fait penser à ce qu'on appelle les moutons de Dirac. Paul Dirac et Pauly, c'est 2 grands physiciens qui sont dans un train. Après 1 heure de silence, comme Dirac c'est pas un gars très bavard, Pauly il décide de relancer un peu la conversation, parce que ça fait quand même assez longtemps, et il dit à Dirac « Oh tiens regarde les moutons là, on dirait qu'ils viennent d'être fraîchement tondus. » Là Dirac il tourne la tête et il lui dit « Oui, seulement de ce côté. » Et oui, notre cerveau fonctionne comme ça. À partir d'informations seulement partielles, nous émettons des conclusions. Et il a raison, il faudrait aller vérifier pour savoir si est-ce que le mouton il est tondu complètement. Évidemment, il y a de fortes chances, mais c'est même pas sûr. Et dans notre quotidien, c'est la même chose. On a seulement une infime partie des informations, et tant mieux, sinon ce serait trop compliqué pour notre cerveau, et on émet des conclusions, et on a l'impression d'avoir tout dans notre équation, alors que pas du tout. Ce qui signifie qu'avoir une vision holistique, une vision globale, c'est quelque chose qui est impossible.
Il y a un moment, j'étais à fond dans la trend un petit peu minimaliste qui consiste à réduire ses possessions parce que elles finissent assez rapidement par nous posséder. Et il y avait une idée que je trouvais intéressante qui était de prendre toutes ces affaires, de les mettre dans des cartons, de les fermer et ensuite, en fonction de nos besoins au quotidien, de prendre un par un les objets dont on avait besoin. Et au final, si au bout d'une semaine, il y avait des trucs qu'on n'avait pas utilisés, on allait tout simplement les jeter. Le problème, c'est que dans l'idée, c'est bien, mais au quotidien, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. On peut être minimaliste, on peut avoir peu d'objets, faire souvent le tri, mais assez vite, comme le met en évidence notamment la loi de l'entropie, dans un espace, dans un système isolé, il y a toujours de l'entropie, il y a toujours, autrement dit, du désordre qui va s'installer. La preuve, par exemple, avec ta chambre, entre le moment où tu l'as rangée, le jour 1 et le jour 7 jours après, le désordre est toujours beaucoup plus grand. C'est plus sale, il y a plus de poussière, plus d'affaires un peu partout, et donc il faut toujours faire du rangement. Et dans notre vie, c'est un peu la même chose. Il faut souvent faire des petits resets, parce que notre vie, nos espaces, notre maison, ça reste des systèmes isolés. Et c'est pourquoi la journée du peu, qui est un concept que j'ai volé à Antoine BM, je le salue au passage, me semble être une idée assez pertinente. En gros, l'idée, c'est de faire, par exemple, un dimanche par mois, une journée du peu, dans laquelle on va faire une sorte de tri, où on va tenter de réduire nos possessions. Par exemple, on va se dire, ok, je me sépare de entre 5 et 10 objets ce dimanche, je supprime 2 ou 3 abonnements récurrents que j'ai, je retire pareil 2-3 applications de mon téléphone mobile. Bref, c'est une journée dans laquelle tu t'autorises de supprimer un maximum de trucs, et franchement, ça fait du bien. J'ai fait ma première fois à l'âge de 18 ans, et pour être honnête, c'est pas quelque chose dont je suis très fier. Même aujourd'hui c'est un petit peu différent, mais vers 18-19 ans, j'en avais plutôt honte. Aujourd'hui, plus on fait sa première fois jeune, et évidemment, plus c'est stylé. Mais le problème, c'est que c'est pas spécialement sans conséquence. La preuve, d'après une étude menée par l'American Academy of Pediatrics, plus les jeunes font leur première fois tôt, plus il y a de chances qu'ils fassent des conneries. Ce qui a révélé cette étude, c'est qu'a priori, il y a un point commun entre tous ces jeunes, c'est que durant leur enfance, c'est des personnes qui ont parlé assez peu de sexe avec leurs parents. C'est un sujet un peu tabou, ils en parlaient jamais, et au final, comme ils avaient assez peu de connaissances sur le sujet, ils ont voulu aller explorer par eux-mêmes, et forcément avec quelques informations en moins. Conclusion de l'étude, plus tu parles de sexe avec tes darons, plus tu es à l'aise avec ça, et plus tu as de chances de retarder tes débuts sexuels. Je me souviens quand j'avais 12-13 ans, même peut-être un peu plus jeune, ma mère, elle m'avait acheté le Zizi sexuel de Titeuf, et c'était un jeu dont j'avais un petit peu honte. Je voulais même le cacher quand il y avait mes potes qui venaient parce que c'était mort, je pouvais pas jouer avec ça avec eux. Mais au final, je comprends un peu mieux pourquoi est-ce qu'elle a fait ça aujourd'hui, et comme souvent, je la remercie. Ce phénomène, il est vrai avec le sexe, mais en réalité, il fonctionne avec pas mal de choses. Et il y a d'ailleurs une sorte de loi en psychologie qui dit que la plupart des choses dont tu n'oses pas parler sont sûrement les choses dont tu devrais parler. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre sur la rhétorique, la parole est un sport de combat, qui était plutôt pas mal, et dans lequel j'ai appris une technique d'argumentation qui consiste à placer ses meilleurs arguments au début d'un discours, d'un dialogue, d'une présentation, peu importe, et à la fin, et de faire en sorte qu'au milieu, c'est ok de mettre des arguments qui sont moins bons. C'est ce qu'on appelle la stratégie du nestorien, enfin c'est moi qui ai décidé de l'appeler comme ça, en référence au roi Nestor qui était héros de la guerre et qui utilisait la même technique mais lui pour ses combats. Il mettait les meilleurs combattants au début et à la fin de la mêlée, et au milieu, c'était les moins bons. Ça fait lien avec ce qu'on appelle le principe de primauté et de récence, qui montre que, de manière assez factuelle, sur notre mémorisation, l'impact est exactement le même. On a plus de facilité à se remémorer les événements qui sont arrivés au début et à la fin, que ça soit pendant un date, pendant un déjeuner, pendant une présentation, peu importe. Et par extension, en fait, ça marche avec plein de trucs. J'ai l'impression que pour la tenue vestimentaire, c'est un peu la même chose. La tête et les chaussures, c'est le début et la fin, et c'est souvent les trucs dont on va se souvenir le plus. En 2007, il y a un célèbre violoniste qui s'appelle Josh Bell, vraiment hyper bon, hyper connu, qui se met dans les rues passantes du métro à Washington pour jouer 2-3 morceaux. À ce moment-là, il faut savoir que ce gars, pour aller le voir en concert, ça coûte environ $100 par personne. 3 quarts d'heure plus tard, il regarde dans sa casquette,
et il se rend compte qu'il a récolté 32 $ seulement. Encore pire, il y a 1097 personnes qui sont passées et il y en a à peu près 1090 qui ne se sont pas arrêtées. J'aime beaucoup cette expérience parce qu'elle met en évidence que tu auras beau avoir le talent le plus ouf du monde, d'être le plus fort dans ton domaine, si tu n'es pas dans le bon environnement, si tu n'es pas au bon endroit, ça n'aura aucune importance. Comme l'a dit le vieux sage qui lit 5 heures par jour, Warren Buffett, si vous vous retrouvez dans un bateau qui fuit régulièrement, l'énergie consacrée au changement de navire sera probablement plus productive que l'énergie consacrée à réparer les fuites. Début septembre, j'ai commencé le MMA, le Mixed Martial Art, et je dois dire que je suis un peu triste de ne pas avoir commencé plus tôt. En fait, plus j'en fais, et plus je prends conscience que je suis, en tout cas j'étais, je le suis évidemment encore très fortement, incapable de me défendre et surtout vulnérable. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est quand même assez hostile et pour moi, c'est devenu un devoir, mais vraiment un devoir d'être capable de se défendre par soi-même. Et surtout, un devoir d'être capable de défendre ses proches. Comme on dit, il vaut mieux se préparer au pire parce que le meilleur peut s'arranger de lui-même. En vrai, c'est assez étrange comme sensation, mais je pense que, et c'est surtout le cas pour les hommes, on a besoin, et c'est important de temps en temps, de se confronter à ça, à cette violence, à cette notion de confrontation, de combat, mais de manière physique, de manière animale, et ça fait vachement de bien. Et au contraire, je le vois même comme une façon de canaliser un petit peu ces pulsions. Il y a une citation de Nietzsche que j'adore qui dit « Tous les instincts qui ne se libèrent pas vers l'extérieur se retournent vers le dedans ». Alors évidemment, c'est pas une citation qui est vraie dans tous les cas, et c'est pas parce que tu as envie de faire l'amour avec quelqu'un que tu dois essayer à tout prix d'exprimer cette pulsion. Tu dois être capable aussi de te contrôler, c'est évident, mais il y a des moments où ça fait quand même du bien d'exprimer ces instincts qui sont au final assez naturels et qui sont dans un contexte, dans un cadre qui le permet. J'ai aussi fait une initiation self-défense durant mon stage de naturopathie parce que mon école est un peu crazy et il se passe des trucs de ouf, dont des cours de physique quantique également, et j'ai appris 3 choses très simples que j'aimerais vous partager. La première, c'est qu'au lieu de dire au secours, ce qui fait fuir tous les gens, il vaut mieux dire au feu. Parce qu'on est curieux et quand il y a le feu à un endroit, on aime bien aller voir ce qui se passe. Donc ça va être plus simple de ramener les gens. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si tu es confronté à une situation, à un problème, comme on sait que les gens ne se sentent pas trop concernés, il faut absolument pointer du doigt quelqu'un et lui dire « Toi là, viens m'aider avec le manteau vert ». Comme ça, tu as beaucoup plus de chances que la personne agisse. Dernière leçon importante que j'ai retenue, c'est que tu as ce qu'on appelle ta zone de sécurité. En gros, c'est à partir de ton bras et c'est quelque chose que tu dois protéger. Si quelqu'un rentre dans cette zone de sécurité, première fois, tu le fais sortir de la zone. S'il revient, tu as le droit de l'enclencher. J'ai 21 ans, je suis en bonne santé, je vis encore chez mes parents, enfin, c'est plus trop le cas, mais encore un petit peu, donc je me permets de prendre beaucoup de risques. Mais que d'un côté, parce que ma stratégie est simple, réduire au maximum les risques dans ma vie personnelle pour pouvoir augmenter au maximum les risques dans ma vie professionnelle. Je paye un petit loyer de 500 balles, j'ai pas d'enfant, pas de patron, pas de crédit, pas d'engagement, et donc je peux prendre un maximum de risques et m'exposer à ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les signes noirs, c'est-à-dire des événements qui sont imprévisibles et qui peuvent, grâce à la loi de l'extrémiste temps, si on est du bon côté, permettre assez peu de risques, assez peu de dégâts pour au final gagner gros. Ça tombe bien qu'on parle de minimiser les risques puisque le sponsor de cette vidéo, c'est Opera, un navigateur plus sûr, plus rapide et plus intelligent que les navigateurs par défaut. J'ai commencé à l'utiliser déjà depuis 1 mois et pour rien au monde, je changerai. Sauf peut-être pour un Pokéball saumon, supplément foie de morue, mais bref. Avec Opera, la navigation est sécurisée grâce à un VPN gratuit, sans distraction, grâce à son bloqueur de publicité inclus, et épurée avec son système Tab Island qui permet de trier et d'organiser ses onglets. Franchement, c'est très agréable. En plus de ça, des outils d'intelligence artificielle tels que Aria, qui est une IA qui a été développée par Opera, sont directement inclus dans le navigateur et permettent de travailler avec efficacité. Le tout au prix de seulement 0 €. Vous êtes sûr du prix, les gars? Ok, bah oui, c'est vraiment 0 €. Le lien est dans la description pour télécharger Opera. Maintenant, dis-moi, t'attends quoi? Merci beaucoup encore une fois à Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. On est reparti.
Perso, je suis un mec hyper curieux qui est peut-être même atteint par le syndrome de Léonard de Vinci. J'ai envie de faire plein de choses à la fois. J'adore les nouvelles personnes, les nouvelles opportunités, découvrir de nouveaux endroits. Bref, je peux facilement m'égarer et je suis quelqu'un d'assez chaotique. Si je devais choisir, clairement, je ferais plutôt partie de la team qui lise 100 livres en une seule fois que un livre 100 fois. Honnêtement, c'est ce qui fait une de mes forces et peut-être que mes vidéos sont si bien et si éclectiques, à vous de me le dire, mais d'un autre côté, ça pose problème parce que il y a des moments où, en fait, on n'a pas besoin de chercher de nouveautés et au contraire, on a plus besoin de redécouvrir des choses qui sont fondamentales et classique. Comme l'a dit le mec qui bouffe 100 grammes de protéines chaque matin, we need to be remain more than we need to be taught. En gros, c'est bien d'apprendre des trucs, d'apprendre de nouvelles choses, mais dans la plupart du temps, on a surtout besoin juste de se rappeler et de se remémorer les basiques. J'aime beaucoup l'idée selon laquelle les secrets de la vie sont cachés derrière le mot cliché, parce que c'est assez vrai, et typiquement, tu veux être plus productif, eh bien, tu peux commencer par ne plus aller sur ton téléphone et ne plus aller sur les réseaux sociaux. Oui, je sais. Tu le savais déjà? Oui? Ok. Il y a des moments où on cherche un peu trop loin, on complexifie la chose, alors que on n'en a pas besoin. Quand tu joues à un jeu vidéo, mais genre vraiment beaucoup, au bout d'un moment, tu finis par en rêver. Tu finis par voir un arbre dans la rue et te dire « Oh, c'est dommage que j'ai pas une pioche avec moi pour essayer d'avoir un peu plus de bois et construire une cabane et faire des constructions. » En fait, c'est assez marrant, mais ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'effet Tetris. Parce que la première fois qu'on a pris conscience de ce phénomène psychologique, c'est quand on s'est rendu compte que des joueurs qui passaient leur vie sur Tetris commençaient à voir le monde comme dans Tetris, avec des formes qui doivent s'empiler. Et perso, comme j'ai déjà joué un peu à ce jeu, j'ai vécu déjà ce truc assez marrant. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage sur Canal+ de Mathieu Blanchard, qui est un ultra trailer, un des meilleurs français au monde actuellement, qui disait un truc qui est assez simple et qui fait écho avec le point précédent, mais que j'ai trouvé très très cool. Quand tu veux progresser dans un milieu, il faut vivre dans ce milieu. À ce moment-là, dans le reportage, il était à la montagne avec sa copine, ils étaient en train de déménager et il expliquait que c'était une des raisons qui l'avait poussé à aller vivre ici, parce que voilà, sa cour de récré, son jardin, c'était les montagnes, c'était l'endroit où il avait l'habitude de courir et c'était évidemment beaucoup plus simple pour lui qui avait décidé de devenir professionnel et d'arrêter son taf, tous ses jobs cette année-là. Les meilleurs innovateurs, les meilleures startups, elles se trouvent dans la Silicon Valley. Les meilleurs acteurs, ils vivent tous au même endroit. Ils vivent à Paris. Parce que de manière inconsciente, ils l'ont compris. Si au quotidien, tu fréquentes des gens qui font partie des meilleurs acteurs, des meilleurs footballeurs, tu augmentes fortement tes chances d'en faire partie. Et ce qui est ouf, c'est que ton cerveau, c'est une tête à missile chercheuse. Si tu lui donnes un point de fixette qui est précis, un objectif, il va voir le monde et il va voir un prisme qui est celui-là et pas un autre. Ça fait référence encore une fois avec l'effet Tetris. Et donc, si tu le conditionnes, tu lui dis hop, sois un sniper maintenant et tu vises ça, tu vas perdre du poids par exemple, c'est ton objectif, c'est le truc le plus important. Tu vas plus voir des marches, tu vas voir des calories qui vont se perdre, tu vas plus voir une petite balade digestive, tu vas voir des calories, enfin bref, tu vas voir ça partout et au final, ça va être beaucoup plus simple pour toi d'atteindre cet objectif. Andrew Huberman, qui réalise des podcasts toujours exceptionnels, hyper bien sourcés, avec un max de recherche, franchement c'est à chaque fois des pépites. Et là, le thème de celui-ci, c'était le willpower, ce qu'on appelle assez vulgairement la discipline, j'aime pas trop ce mot, et la persévérance. Dans celui-ci, il expliquait le rôle du cortex milieu singulaire antérieur, qui est une partie du cerveau impliquée dans cette régulation et qui intervient dans des moments difficiles. Quand on se force à faire des trucs qui sont chauds, par exemple aller courir alors qu'on n'a pas envie, eh bien il y a cette petite partie dans le cerveau qui va s'allumer et qui va avoir tendance à se renforcer. Des études d'ailleurs l'ont montré où on a pris des gens qui faisaient du cardio 3 fois par semaine durant 1 heure et pendant 6 mois, comparé à un autre groupe qui faisait juste du calisthenics, ils avaient cette partie du cerveau qui avait augmenté, qui était beaucoup plus active et qui avait eu une plasticité importante. En gros, quand tu prends une décision difficile, quand tu fais quelque chose qui va un peu à l'encontre de tes envies, qu'on pourrait qualifier d'envie première, tu augmentes cette partie du cerveau et c'est évidemment une bonne nouvelle parce que plus tu l'augmentes, c'est comme tout, plus par la suite ça sera facile pour toi de faire des choses difficiles. C'est le concept même de neuroplasticité et c'est un truc perso que j'avais un peu oublié ces derniers temps.
Je recherchais un peu trop la facilité, et là je suis content parce que ce podcast il est venu et il m'a dit Dali, doucement avec la facilité, c'est bien de temps en temps, et on est d'accord, fais des choses que tu aimes, ça va être plus simple, tu seras meilleur et tout, mais de temps en temps, n'oublie pas que te forcer à faire des choses difficiles, c'est important, c'est normal, et c'est pour ton bien. Donc continue à faire ce truc, et toi aussi, fais des choses difficiles. Pour rester dans le monde et l'univers des podcasts, j'en ai découvert un récemment, un peu par hasard, un peu par sérendipité, c'est l'esprit critique qui aborde une thématique dont je n'ai pas souvent parlé ici, autour de la rhétorique, voire même de l'argumentation, de la politique et plus largement de l'esprit critique. Comment faire tout simplement pour avoir un esprit critique un peu plus aiguisé. Il y a un épisode qui m'a particulièrement marqué, qui s'intitule « Le choix des mots en politique », dont j'aimerais vous partager un peu ce que j'ai appris, parce que c'est vraiment intéressant, et en même temps c'est cool parce que moi ça me permet de mieux retenir. Comme tu le sais sûrement, les mots qu'on utilise, qu'on choisit ont une importance cruciale parce qu'elles vont déterminer la manière dont on pense. Comme le disait le L, faites-leur avaler le mot et ils avaleront la chose. C'est pourquoi, en politique notamment, les mots qui sont utilisés ne le sont pas par hasard. Mais il y a bien une raison et une signification derrière. Par exemple, la droite, elle parle de charge sociale, alors que la gauche, elle parle de cotisation sociale. Les deux veulent dire exactement la même chose, mais à l'oreille, dans notre cerveau, c'est pas pareil. Une charge, c'est lourd, c'est quelque chose qu'on a envie d'alléger, qu'on a envie de réduire. La gauche, elle propose d'instaurer la CSG, une contribution sociale, et non pas un impôt, ce qui, encore une fois, signifie la même chose. Une contribution sociale, c'est joli, ça donne envie, ça fait référence aux notions de repartage, d'égalité, et donc on se dit, putain, c'est bien, je contribue à quelque chose, alors que si je t'avais dit, bah tu vas payer un impôt en plus, forcément, t'aurais eu beaucoup moins envie. Autre gymnastique de langage qui est devenue monnaie courante, c'est de parler de ministère de la Défense au lieu de parler de ministère de la Guerre, parce que dans la plupart du temps, c'est plutôt ce qu'il fait. Un jour, je suis à la cantine et j'ai envie de me resservir parce que j'ai encore faim. Il y a un mélange semoule ratatouille que j'adore. Donc, je me lève, je prends mon assiette et je me resserre. Je commence à manger ma deuxième portion, je me régale. Et là, il y a une meuf de la cantine qui vient me voir et qui me dit « T'es resservi, mais il n'y avait pas le droit, on t'a pas autorisé, c'est pas bien, la prochaine fois, tu feras pas ça. » Et sur le coup, je me suis dit « Waouh, c'est pas bien, je suis un thug en fait. » Donc je me suis excusé et je lui ai dit « Désolé, je le referai pas. » Puis, avec le temps, 2-3 heures après, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est stylé ce que j'ai fait, parce que si j'étais allé la voir et je lui avais demandé « Est-ce que c'est possible de reprendre un petit peu de semoule ratatouille ?» Elle m'aurait dit non. Pourquoi ? Parce que je lui aurais demandé la permission. Et quand tu demandes la permission, souvent, tu obtiens un non. Alors que quand tu t'excuses, tu obtiens un oui forcé, ou en tout cas, tu n'obtiens pas de réponse, et tu as quand même obtenu quelque chose, et au pire des cas, si c'est vraiment très grave, tu vas le rendre, et au mieux, tu l'auras eu, et puis c'est tout. Ça fait quasiment 2 ans que je me construis un second cerveau et je crois que ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Alors certes, ça a demandé un petit peu d'effort. Il y a eu cette petite première loi de Newton là qui dit que voilà, au début pour mettre un solide, quelque chose en mouvement, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort. Mais après, une fois qu'il est en mouvement, hop, ça marche tout seul. Pour mon second cerveau, c'est exactement la même chose. Au début, c'était un peu dur, un peu chiant, mais au final, c'est une gymnastique que j'ai pris et maintenant que j'adore et pour laquelle je remercie moi-même du passé tous les jours parce que cette vidéo par exemple, s'il y a autant d'informations, de trucs, c'est notamment grâce à mon second cerveau parce que j'ai tout stocké dedans. Dès que je lis un livre, je le mets dedans. Dès que je vois une vidéo sympa, dès que je discute avec quelqu'un d'intéressant. Bref, je trouve que c'est trop bien en fait comme truc. Et au-delà de ça, j'aimerais même l'étendre à l'idée de faire un peu d'introspection. Perso, je fais les plans de 90 jours et les plans de semaine. Et ça me fait plaisir de relire des réflexions que j'avais par le passé parce que ça me permet de mieux me connaître ou en tout cas de mieux comprendre comment est-ce que je fonctionne. Et pour les connaissances, c'est la même chose, de retrouver des moments de ma vie où j'étais en train de lire ce livre, j'écris comment est-ce que je me sentais durant ces lectures, qu'est-ce que j'ai appris et tout. Et ça, c'est des trucs que je vais pouvoir utiliser toute ma vie. Personnellement, mon second cerveau, il est sur une application qui s'appelle Obsidian et ce que je pourrais appeler mon introspection, c'est plutôt sur Notion. J'aime beaucoup ce système. Si vous voulez, il y a Elliot Meunier, mon ami, qui a fait des vidéos sur le sujet qui sont très bien, des vidéos d'initiation, donc vous pouvez aller voir ça. Perso, j'utilise son système et il est génial. Ceci n'est pas une promo, attention.
Si ces 14 conseils, même si pour moi c'était pas vraiment des conseils, c'était plus un moyen d'apporter des informations que je trouvais cool sous forme de conseils, mais pas que. Et puis, je t'aimerais juste faire un petit bonus sur cette vidéo, c'est que doucement avec les conseils, parce que dans la plupart du temps, quand on donne des conseils aux gens et qu'ils ne les ont pas demandés, c'est assez mal pris et il faut éviter de faire ça. Là, la différence, c'est que ici, tu as cliqué sur la vidéo, tu m'as autorisé à te partager des conseils, donc c'est ce que j'ai fait. Mais si tu veux donner des conseils aux gens, mais de manière un peu plus délicate, ce que tu peux faire, c'est au lieu de dire « bah tu devrais faire ci, faire ça », dire plutôt « bah moi j'ai fait ci et voilà ce qui s'est passé ». Et si tu re-regardes la vidéo, tu vas te rendre compte que dans la plupart des cas, c'est ce que je fais. Et je trouve que c'est beaucoup moins moralisateur et c'est beaucoup plus agréable. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, tu peux la liker. Je te dis à bientôt. Ciao!